Un fermier ruiné interdisait à tous les employés d'entrer dans son entrepôt, jusqu'au jour où la pauvre femme de ménage fit quelque chose qui choqua tout le monde. Le matin s'ouvrait lentement sur la vieille ferme Lemoine, perdue entre les collines brumeuses et les champs en friche d'un village presque oublié. Le silence semblait faire partie intégrante du paysage, pesant sur les pierres anciennes du domaine avec une gravité que même le vent n'osait troubler. Élise Morel, vêtue de son tablier usé et chaussée de bottes crottées, poussait le balai sur le sol de pierre du vestibule. Chaque jour, elle arrivait avant l'aube, traversant le chemin de gravier bordé de peupliers morts et s'engouffrait dans ce lieu figé dans le temps. Élise n'était pas née pour ce métier, mais la vie, avec ses coups de poing silencieux, l'avait guidée vers cette existence modeste. Elle était discrète, ponctuelle, efficace. Rien dans ses gestes ne trahissait la moindre volonté d'aller au-delà de sa tâche. Pourtant, elle observait tout. Les vitres fêlées qui jamais ne furent changées, les toiles d'araignée qu'on lui demandait de ne pas toucher, les horloges arrêtées à des heures différentes, et surtout l'arrière-cour. Là-bas, à l'ombre des murs décrépits, se dressait un ancien entrepôt de bois aux planches noircies par le temps. Personne n'en approchait, personne n'en parlait. Le propriétaire des lieux, Gaspard Lemoine, homme sec et renfermé, avait été catégorique dès l'embauche d'Élise, 3 ans plus tôt. Jamais, sous aucun prétexte, elle ne devait ouvrir cette porte. Une serrure massive, rouillée et pourtant intacte, en protégeait l'accès. On disait que même les enfants du village, lorsqu'ils passaient non loin, baissaient les yeux, comme pour ne pas attirer l'attention de ce lieu maudit. Gaspard était le dernier vestige d'une lignée autrefois puissante dans la région. Les Lemoine avaient possédé terres, bétail, employés par dizaines. Aujourd'hui, il ne restait qu'un homme seul, vivant dans les souvenirs fanés d'une époque révolue, accroché à ses routines comme à une planche de salut. Sa voix grave et sèche résonnait rarement dans la maison, et lorsqu'elle le faisait, c'était pour donner un ordre ou éteindre une tentative de conversation. Il ne parlait jamais du passé, encore moins de ce qui se trouvait derrière cette porte verrouillée. Pourtant, Élise avait remarqué certaines choses. L'odeur de renfermé, qui ne venait d'aucune pièce qu'elle connaissait. Les regards fuyants de Gaspard lorsqu'elle nettoyait les fenêtres donnant sur la cour arrière. Et ce sentiment sourd et tenace que quelque chose dormait là, sous les couches de poussière et de silence. Ce n'était pas de la curiosité malsaine qui l'animait, mais une forme de malaise profond, comme si la ferme entière reposait sur un mensonge ancien, enterré juste sous ses pieds. Lorsqu'elle passait la serpillière devant la porte arrière du salon, d'où l'on apercevait l'entrepôt, elle sentait sa nuque se raidir. Chaque craquement de bois résonnait en elle comme un avertissement. Avec les mois, puis les années, cette tension s'était muée en obsession discrète. Élise rêvait parfois de cette porte. Dans ses songes, elle s'ouvrait sans bruit, révélant un couloir infini, tapissé de cadres aux visages effacés. Parfois, une voix l'appelait, faible, indistincte, et elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de se rendormir. Mais au réveil, tout reprenait son cours. Elle reprenait ses chiffons, ses produits d'entretien, ses gestes mesurés. Gaspard, de plus en plus pâle, de plus en plus absent, s'enfermait dans son bureau ou errait dans les champs, parlant à personne, nourrissant les mêmes habitudes jour après jour. Parfois, il restait assis des heures sur le banc de pierre, face au vieux bâtiment sans bouger. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard ne fléchissait pas. Un jour, alors qu'Élise nettoyait le rebord des fenêtres du premier étage, elle aperçut quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, des marques sur la porte de l'entrepôt, comme des entailles, griffées dans le bois, alignées de manière étrange, presque rituelle. Ce détail la troubla au point qu'elle en oublia son seau posé sur le rebord, qui tomba bruyamment sur les pavés. Gaspard surgit alors de la cour, fixant la scène sans un mot. Son regard croisa celui d'Élise. Il n'y eut ni reproche ni colère, juste une fatigue immense dans ses yeux. Depuis ce jour-là, le silence autour de l'entrepôt sembla devenir plus pesant encore. Élise, pourtant, ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Il y avait là un mystère si dense qu'il paraissait infecter chaque recoin de la ferme. Elle n'osait en parler à personne. Les autres employés, discrets et résignés, évitaient soigneusement le sujet et le regardaient comme un fou lorsqu'il s'approchait de cette partie de la propriété. Le vent, parfois, faisait grincer les volets du bâtiment interdit. Les feuilles mortes s'y accumulaient, formant un tapis sec qui n'était jamais balayé. L'oubli, ici, n'était pas naturel. Il était cultivé, imposé,
comme un silence qu'on force dans la gorge d'un enfant qui a trop vu. Et pourtant, dans l'esprit d'Élise, une pensée s'incrustait peu à peu, indélébile. Et si ce qui se trouvait derrière cette porte n'était pas mort? Et si ce silence, justement, était une forme de cri, un appel que seuls les cœurs attentifs pouvaient percevoir? Le balai raclait le sol, les heures passaient, et dans le regard d'Élise, désormais, brillait une flamme nouvelle, pas encore de défi, mais une certitude naissante. Quelque chose demandait à être découvert, et elle était prête à écouter. La pluie tombait avec une régularité presque militaire, martelant le toit de la vieille ferme comme pour en éprouver la résistance. Le ciel était d'un gris si dense qu'il paraissait s'être effondré sur les collines, étouffant toute lumière, toute chaleur. Ce jour-là, Élise nettoyait les couloirs du corps principal de la maison, armée de son seau et de sa serpillière. Le bois du parquet, vieilli et tordu par les années, grinçait sous ses pas. Elle s'arrêtait souvent pour redresser un cadre, épousseter une étagère oubliée, ajuster un rideau, gestes automatiques, dictés par une routine bien rodée. Mais quelque chose en elle était tendu, éveillé. Depuis qu'elle avait remarqué les entailles sur la porte de l'entrepôt, son sommeil était agité, ses pensées encombrées. Alors qu'elle s'attaquait au grand escalier, un bruit étrange la fit figer. Ce n'était pas le craquement habituel de la maison sous l'humidité, ni le grincement d'une fenêtre mal fermée. C'était autre chose. Un son étouffé, profond, presque humain. Elle tendit l'oreille. Cela venait du fond de la propriété, là où aucun pas ne devait jamais se rendre. Un cliquetis métallique comme une chaîne que l'on traînait sur le sol. Puis un autre bruit, plus doux mais infiniment plus dérangeant, un sanglot. Pas fort, pas hystérique, mais sourd et lent comme un écho venu de très loin. Le cœur battant, Élise se redressa lentement. Son regard se posa sur la fenêtre donnant sur la cour arrière. La pluie brouillait la vue, mais elle distinguait les contours de l'entrepôt, immobile comme toujours. Pourtant, quelque chose avait changé. Elle le sentait. Elle laissa tomber sa serpillière dans le seau, s'essuya les mains machinalement sur son tablier et traversa le couloir, sans courir mais sans hésiter. Chaque pas qu'elle faisait vers la porte arrière semblait l'éloigner du monde réel. Elle sortit sous la pluie, sentit l'eau froide transpercer son tissu, mais n'y prêta aucune attention. Devant elle, l'entrepôt se dressait, silencieux et pourtant vibrant d'un secret trop longtemps enfermé. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle ne chercha même pas à la toucher. Elle colla simplement son oreille contre le bois, retenant son souffle. Rien. Le silence. Puis, un nouveau grincement, juste derrière la paroi. Élise recula d'un bond, le souffle coupé. Au même instant, une voix éclata derrière elle. « Que faites-vous là » ? Gaspard. Il était apparu sans bruit, comme sorti du sol, droit malgré la pluie, le visage crispé par une colère silencieuse, les yeux brûlants de suspicion. Sa voix n'était pas criée, mais chaque mot était chargé d'une violence contenue. Élise ne répondit pas. Elle n'aurait su quoi dire. Son tablier était trempé, ses cheveux plaqués contre son front, ses mains tremblaient. « Je vous ai donné une règle, une seule. » Il s'approcha lentement, le regard planté dans le sien. Il n'y avait plus de maître ou d'employé, seulement deux âmes face à face, dans une lutte muette. Gaspard leva le bras et pointa la maison. « Rentrez, maintenant. » Elle obéit. Le reste de la journée se passa dans une tension suffocante. Les autres employés sentirent immédiatement que quelque chose s'était passé. Personne ne posa de questions, mais les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. À la cuisine, on échangeait des regards inquiets. Dans l'écurie, les conversations se taisaient dès qu'Élise entrait. Le jardinier en chef, un vieil homme au dos voûté, lui lança un simple regard chargé de mise en garde. Gaspard, lui, n'était plus le même. Il tournait en rond dans la maison, arpentait les couloirs comme un fauve en cage. Il s'arrêtait parfois devant les fenêtres, scrutant l'arrière-cour, les poings serrés. Lorsqu'un des jeunes valets fit tomber un vase dans le salon, Gaspard entra dans une rage noire et le renvoya sur le champ. L'ambiance dans la maison devint irrespirable. Les portes se fermaient plus doucement. Les voix étaient à peine audibles et les pas se faisaient feutrer. On évitait l'œil du maître. On évitait Élise aussi. Le soir venu, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le petit réduit qui lui servait de vestiaire, Élise se regarda dans le miroir fendu au mur. Son visage semblait vieilli d'un coup. Ce qu'elle avait entendu, ou cru entendre, ne la quittait plus. Les bruits,
les chaînes, les sanglots. Elle tenta de se convaincre que c'était le vent, que son imagination lui jouait des tours. Mais elle savait, ce n'était pas une illusion. Il y avait quelque chose derrière cette porte. Quelqu'un, peut-être. Le lendemain, Gaspard n'adressa la parole à personne. Il prit son repas seul dans le bureau, verrouilla la porte derrière lui et n'en sortit plus jusqu'à la nuit tombée. Élise, toujours fidèle à son poste, nettoya les pièces désertes dans un silence pesant. Elle savait désormais que le mystère de l'entrepôt était plus profond qu'un simple interdit. Il y avait une vérité cachée, quelque chose de trop terrible pour être révélé, trop ancien pour être oublié. Ce soir-là, allongée sur son lit dans la petite chambre de service qu'elle occupait, elle ferma les yeux sans pouvoir dormir. Le son de cette chaîne la hantait, et le sanglot. Ce sanglot impossible, irréel, venu d'un endroit que personne ne devait jamais atteindre. La pluie avait cessé, mais dans son esprit, l'orage faisait encore rage. Le grenier de la maison Lemoine était une sorte de sanctuaire oublié, un espace encombré de malles poussiéreuses, de meubles dépareillés et de souvenirs figés dans les toiles d'araignée. Peu de gens osaient s'y aventurer, pas à cause de son aspect sinistre, mais parce que Gaspard lui-même en avait interdit l'accès pendant des années. Ce matin-là, cependant, il avait exceptionnellement demandé à Élise de nettoyer le grenier, prétextant qu'un inspecteur de la mairie viendrait bientôt évaluer l'état de la propriété. Ce genre d'ordre inhabituel ne faisait que nourrir les soupçons d'Élise, dont les pensées tournaient toujours autour de l'entrepôt et de ses secrets. La trappe grinça longuement lorsqu'elle l'ouvrit, et une odeur sèche de bois moisi s'en échappa. Elle monta lentement les marches, sa lampe torche en main, balayant les coins sombres à la recherche de toiles tenaces. Le grenier était vaste et bas de plafond. Le plancher craquait à chaque pas, et chaque meuble semblait porter le poids des décennies écoulées. Élise se mit au travail, déplaçant des valises, essuyant les surfaces, redressant les objets oubliés. Elle s'attarda un instant devant un coffre ouvert, rempli de vêtements d'enfants, soigneusement pliés mais rongés par le temps. Elle y vit une chemise en lin minuscule, brodée de l'initiale P. Alors qu'elle essuyait la poussière sur une vieille étagère, son regard fut attiré par un cadre retourné contre le mur, posé de travers derrière une pile de chaises. Curieuse, elle s'en approcha et le prit dans ses mains. Le verre était recouvert d'une fine pellicule grise, mais sous celle-ci, elle distingua des formes, des visages. Elle le retourna lentement et souffla sur la surface, révélant peu à peu l'image. Une photographie ancienne, jaunie, montrant Gaspard plus jeune, tenant dans ses bras une femme souriante. Ses traits étaient doux, ses yeux brillants d'une lumière vive. Elle semblait heureuse, presque radieuse, et Gaspard, malgré son air habituellement sévère, affichait un sourire discret mais sincère. Élise resta un long moment figée devant l'image. Cette femme, elle ne l'avait jamais vue auparavant. Personne à la ferme ne parlait de la vie passée de Gaspard, et encore moins de cette compagne, dont l'existence n'était évoquée que par des murmures incertains. Était-ce sa femme? Avait-elle vécu ici? Était-elle morte? Les questions s'accumulaient dans son esprit. Alors qu'elle posait le cadre à côté d'elle pour continuer son travail, elle sentit quelque chose d'inhabituel derrière la photographie. Un froissement, comme du papier collé. En inspectant plus attentivement le dos de la planche, elle découvrit un petit recoin entre le cadre et la toile de fond. Elle l'ouvrit délicatement et en sortit un morceau de papier jauni, plié plusieurs fois, à peine lisible. C'était une feuille déchirée, sans date, griffonnée à la hâte. Quelques mots y étaient inscrits, tremblants, presque illisibles. « Si je disparais, regarde là où il ne te laisserait jamais entrer. » Le cœur d'Élise se serra. Ces mots résonnaient en elle comme une détonation. Ce n'était pas une note banale ni un mot oublié. C'était un avertissement, une supplique laissée par une femme disparue, peut-être cette même femme sur la photo. Le lien entre elle, Gaspard et l'entrepôt interdit devenait de plus en plus tangible. Quelque chose s'était passé, quelque chose de grave. Et ce papier, enfoui derrière un portrait, n'avait pas été laissé là par hasard. Elle rangea soigneusement le mot dans la poche intérieure de son tablier et redescendit du grenier, l'esprit en ébullition. Le reste de la journée, elle continua à travailler, accomplissant ses tâches sans un mot, mais chaque détail autour d'elle semblait désormais porteur d'un indice caché. Le regard de Gaspard, lorsqu'elle le croisa dans le couloir, lui parut encore plus fuyant. Il marmonna une salutation sans la regarder et disparut dans son bureau,
refermant la porte derrière lui à double tour. Élise ne dit rien à personne. Le contenu du mot et le visage de la femme sur la photo tournaient en boucle dans son esprit. Elle se souvenait d'un murmure entendu longtemps auparavant dans la cuisine, une vieille employée qui disait « Elle est partie du jour au lendemain, une nuit, sans prévenir. » Il a dit qu'elle était tombée malade et qu'il avait dû l'emmener à la ville. On ne l'a plus jamais revue. À l'époque, cela lui avait semblé étrange, mais pas exceptionnel. Maintenant, cette phrase prenait un tout autre sens. Le soir venu, Élise s'enferma dans sa chambre et sortit le papier. Elle relut la phrase plusieurs fois, la pesant, la scrutant, y cherchant un message caché. Elle pensa à la femme du portrait, à son sourire, à sa main posée sur l'épaule de Gaspard. Était-ce un geste d'amour ou un appel à l'aide? Pourquoi ce cadre avait-il été retourné, caché dans le grenier, si ce n'était pour dissimuler le message? Elle revit la porte de l'entrepôt, ses entailles, le grincement qu'elle avait entendu, le sanglot. Tout convergeait vers ce lieu interdit. Ce n'était plus un simple interdit capricieux, c'était une cache, un tombeau, un refuge. Elle ne savait pas encore, mais elle devait le savoir, et elle comprendrait, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, lorsqu'elle passa près de l'arrière-cour, elle jeta un regard furtif vers l'entrepôt. Le bois sombre semblait plus noir que jamais. Le vent remuait les feuilles mortes à ses pieds, et, juste un instant, elle crut voir l'ombre d'un mouvement derrière la petite fenêtre poussiéreuse. Ce ne pouvait être qu'un effet d'optique, se dit-elle, ou peut-être pas. La nuit était tombée sur la ferme comme un manteau lourd et silencieux. Les volets claquaient au gré du vent nocturne. Les arbres grondaient doucement, et la lune, haute et pleine, versait sa lumière spectrale sur les toits moussus. Élise, recroquevillée sur son lit de fortune, n'arrivait pas à dormir. Depuis qu'elle avait découvert le mot derrière le portrait, son esprit n'avait connu aucun répit. Les mots griffonnés à la hâte lui tournaient dans la tête comme une rengaine obsédante. Regarde là où il ne te laisserait jamais entrer. Il n'y avait aucun doute. Il s'agissait de l'entrepôt. Ce lieu maudit, interdit, oublié de tous sauf de Gaspard, semblait désormais être le centre de tout. Elle s'était promis de ne pas se laisser happer par la peur, ni par l'imaginaire, mais quelque chose, une force souterraine, l'attirait irrésistiblement vers cette porte verrouillée. Elle attendit que tout soit silencieux dans la maison, que les derniers bruits de pas s'éteignent, que les lampes soient soufflées une à une. Puis elle se leva, s'habilla rapidement, prit une lampe torche et un trousseau de petits outils qu'elle conservait dans sa boîte à couture. Elle descendit les escaliers en retenant son souffle, évitant chaque marche grinçante avec une précision presque animale. Elle sortit sans bruit, referma la porte derrière elle et se dirigea vers l'arrière-cour, là où l'entrepôt se tenait, monolithe muet dans l'obscurité. L'air était glacial. Chaque pas semblait résonner sur les dalles humides, et le silence n'était troublé que par le cri lointain d'un hibou ou le bruissement d'une branche. Devant la porte massive, elle s'agenouilla. La serrure était ancienne, mais robuste. Elle l'examina avec soin, cherchant une faille, un jeu, une faiblesse. Elle introduisit l'un de ses crochets, le tourna délicatement, mais rien ne céda. Elle tenta un second outil, puis un troisième, mais quelque chose clochait. La serrure ne réagissait pas comme elle aurait dû. Après plusieurs minutes, elle comprit. Il y avait un second mécanisme, invisible de l'extérieur. Une tringle de métal, probablement, maintenait la porte verrouillée de l'intérieur. Elle eut un frisson. Ce n'était pas seulement une interdiction, c'était une forteresse. Elle se releva lentement, la main tremblante, la respiration haletante. Elle jeta un dernier regard à la petite fenêtre sale. Rien ne bougeait. Et pourtant, elle sentait une présence, comme si quelque chose ou quelqu'un retenait son souffle derrière le bois. Elle recula prudemment, puis se retourna et s'éloigna à pas feutrés. Mais avant d'atteindre la porte de la maison, une silhouette surgit dans l'ombre. Gaspard. Il ne cria pas. Il ne courut pas vers elle. Il resta simplement là, dans la pénombre, les bras croisés, le visage figé. Son regard, cependant, transperça la nuit comme une lame froide. Il ne dit qu'un mot. « Pourquoi » Élise ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Il avait compris, elle aussi. Ce qui était caché n'était pas seulement derrière la porte, il était désormais entre eux. Sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans l'obscurité, laissant Élise seule, glacée, paralysée par une peur qu'elle ne s'avouait pas. Le lendemain,
La ferme semblait différente. Une tension sourde pesait dans l'air. Gaspard ne sortit pas de sa chambre jusqu'au milieu de la matinée. Lorsqu'il le fit, ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Il ne regarda personne, ne parla à personne, mais passa la journée à rôder autour de la maison, inspectant les coins, observant les employés comme s'il cherchait un traître. Les plus jeunes valets, inquiets, se tenaient à l'écart. À midi, un événement inattendu ébranla le fragile équilibre de la maisonnée. Gaspard congédia le jardinier principal, un homme qui travaillait là depuis plus de 15 ans. Aucune explication ne fut donnée, juste un ordre sec, une valise posée devant le portail et une porte refermée avec fracas. Les rumeurs éclatèrent aussitôt. On disait que Gaspard était devenu fou, qu'il avait surpris le jardinier rôdant autour de l'arrière-cour ou qu'il soupçonnait un complot parmi les domestiques. Personne ne savait exactement ce qu'il s'était passé, mais tous comprenaient que quelque chose de grave se tramait. Le nom de l'entrepôt n'était jamais prononcé, mais il flottait dans l'air comme un fantôme silencieux. Élise, elle, se murait dans le silence. Elle poursuivait son travail avec une rigueur presque mécanique, mais ses pensées allaient et venaient entre la serrure impénétrable, le regard de Gaspard, le mot derrière le cadre et le portrait de la femme au sourire effacé par le temps. Elle comprenait désormais que ce secret n'était pas une chose morte. Il était vivant, palpitant, et il influençait chaque geste, chaque parole, chaque silence dans cette maison. Un soir, alors qu'elle rangeait les draps dans le placard du couloir, elle entendit Gaspard parler seul dans son bureau. Sa voix était basse, entrecoupée, comme s'il s'adressait à une ombre. Elle colla l'oreille à la porte, mais ne comprit que quelques mots. « Je ne pouvais pas. Tu sais bien, je n'avais pas le choix. » Il sanglotait. Pas de colère, pas de rage. Juste un homme brisé, parlant à un fantôme. Ce soir-là, Élise comprit quelque chose de fondamental. Ce qu'elle cherchait n'était pas seulement une vérité objective, un fait caché derrière une porte. C'était une histoire humaine, faite de douleurs, de décisions impossibles, de pertes irréparables. Elle comprit aussi que Gaspard n'était pas seulement un vieil homme tyrannique. Il était un homme dévasté, hanté par une erreur, ou peut-être un crime. Mais elle n'en savait toujours pas assez. Le mystère restait entier, mais sa résolution semblait désormais inévitable. La ferme, le silence, l'entrepôt, les regards, les murmures, tout la poussait vers une seule direction. Et même si la peur la tenait parfois au bord du vertige, elle savait qu'elle ne pourrait plus reculer. Le jour se leva sur la ferme Lemoine avec une lumière blafarde et sans chaleur. Le ciel, toujours aussi plombé, semblait vouloir étouffer la terre en l'écrasant sous un couvercle de brume. La routine se poursuivait comme un vieux mécanisme rouillé, chaque employé agissant avec une prudence silencieuse, redoublant d'attention à chaque tâche. Depuis le renvoi brutal du jardinier, l'ambiance était glaciale. Le moindre bruit paraissait suspect, et personne n'osait plus prononcer le nom de Gaspard à voix haute. Élise, quant à elle, s'était levée plus tôt encore que d'habitude. Quelque chose l'avait réveillée en sursaut dans la nuit, peut-être un rêve, peut-être un pressentiment, et elle n'avait pas trouvé le sommeil depuis. Ce matin-là, Gaspard avait quitté la maison à cheval, sans prévenir personne. Il avait traversé la cour d'un pas pressé, jeté un regard bref vers l'entrepôt, puis disparu au galop vers les bois à l'est. Élise saisit cette occasion rare. Elle savait que c'était le moment de fouiller les zones de la maison que le maître gardait jalousement. L'une d'elles en particulier l'intriguait. Le bureau, pièce interdite à tous, mais dont elle possédait un double des clés, trouvé plusieurs semaines auparavant sous un tapis lors d'un nettoyage. Elle entra avec précaution. L'odeur de vieux cuir et d'humidité l'assaillit aussitôt. Les rideaux étaient tirés, la pièce baignée d'une pénombre étrange, malgré le jour naissant. Elle alluma la lampe de bureau, révélant une accumulation chaotique de papiers, de livres anciens, de journaux entassés en colonnes désordonnées. Sur l'un des fauteuils, un manteau jeté négligemment trahissait une nuit d'insomnie. Elle s'approcha du bureau et commença à trier les documents. La plupart étaient des relevés bancaires, des lettres officielles, des rapports vétérinaires oubliés. Rien de compromettant, à première vue. Mais sous une pile de journaux jaunis, elle aperçut un petit carnet à la couverture noire relié de cuir abîmé. En le soulevant, elle sentit immédiatement que ce qu'elle tenait entre ses mains n'était pas un simple agenda. Le carnet était en partie déchiré, certaines pages arrachées. D'autres restaient intactes, mais griffonnées d'une écriture fébrile, hachée, presque illisible.
Elle s'installa dans le fauteuil, le carnet sur les genoux, et commença à lire, décodant chaque mot avec soin. Il n'y a plus d'échappatoire. La dette me ronge, chaque jour, chaque nuit. Je l'entends même quand je dors. Elle est là, dans les murs, dans le silence. Il ne faut pas qu'il sache. Personne ne doit jamais savoir. Élise tourna la page, le souffle court. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Elle m'écrase. Il est encore là. Il ne peut pas sortir. Je l'ai voulu ainsi. J'ai cru que ce serait temporaire. Mais les années sont passées, et maintenant c'est trop tard. La date n'était pas inscrite, mais les mots suivants achevèrent de glacer Élise. Le regard dans ses yeux, le silence. C'est pire que n'importe quel cri. Je le vois chaque fois que j'approche la porte. Il sait que je ne peux plus rien faire, que j'ai choisi, le mal est fait. Elle tourna encore quelques pages. Certaines étaient presque entièrement déchirées, laissant apparaître des morceaux de phrases incohérentes. Le poids de l'erreur. Ne jamais ouvrir. Pas, il ne comprendrait pas. Une dette de sang. Les mains d'Élise tremblaient. Chaque mot, chaque ligne confirmait ce qu'elle redoutait depuis des semaines. Il y avait bien quelqu'un ou quelque chose derrière cette porte. Et ce n'était pas un simple secret de famille ou un souvenir douloureux. C'était un acte, une décision, une vie sacrifiée, volontairement ou par lâcheté. Elle referma le carnet et le dissimula sous son tablier. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le garder avec elle. Trop dangereux. Mais elle ne pouvait pas non plus le laisser là. Elle sortit du bureau à pas rapides, referma la porte à clé et dissimula le journal dans une boîte à couture oubliée dans la remise. Lorsqu'elle retourna à ses tâches, elle croisa le regard d'un jeune valet qui détourna aussitôt les yeux. Elle comprit qu'elle devenait elle-même un sujet de méfiance, d'interrogation. Le soir, Gaspard rentra plus tard que d'habitude. Il paraissait encore plus épuisé. Il ne parla à personne, ne dîna pas et s'enferma immédiatement dans sa chambre. Élise, en l'apercevant, remarqua une trace de boue sur son col, comme s'il avait chuté ou s'était traîné quelque part. Un détail infime, mais révélateur. Cette nuit-là, Élise resta éveillée. Elle relut mentalement les passages du journal, essayant de comprendre ce qui avait poussé un homme à commettre une telle chose. Ce « il » dont il parlait. Était-ce Paul? Était-ce un enfant? Un frère? Un prisonnier? Elle ne pouvait encore assembler les pièces du puzzle, mais une image floue prenait forme. Une dette, un silence, une présence vivante, enfermée, et un maître de maison devenu geôlier par choix ou par peur. Elle pensa aux mots trouvés dans le portrait, au regard de la femme, à la serrure inviolable, à ce bruit métallique, ce sanglot. Tout se reliait, lentement mais sûrement. La vérité était proche. Elle le sentait. Mais elle savait aussi que plus elle s'approchait, plus le danger grandissait. Parce que certains secrets ne veulent pas être découverts. Parce que parfois, ouvrir une porte signifie ne plus jamais pouvoir la refermer. La matinée s'annonçait étrangement calme. Le ciel, pour une fois, laissait filtrer quelques lueurs pâles à travers les nuages bas. Le vent soufflait avec douceur sur les champs détrempés et l'air avait un goût d'herbe humide et de poussière ancienne. Dans la maison, les gestes étaient les mêmes, les routines intactes, mais sous la surface, une tension invisible semblait lier les murs, les regards, les silences. Élise, qui depuis plusieurs jours vivait comme une funambule sur le fil du secret, ressentait cette tension dans chaque recoin du domaine. Elle poursuivait son travail, mais ses pensées n'étaient plus que spirales de doutes et de connexions incomplètes. Elle s'occupait ce matin-là du rangement de la buanderie lorsque le bruit de sabots sur le gravier l'attira vers la fenêtre. Un vieil homme descendait lentement d'une carriole. Il portait un long manteau en laine brune, un chapeau noir et des bottes usées. Son visage, marqué par les années, trahissait un mélange de détermination et de fatigue. Il tenait dans sa main une canne à pommeau d'argent qu'il ne semblait pas utiliser, comme si elle n'était là que pour renforcer sa présence. Élise observa la scène avec curiosité. Ce n'était pas un visiteur habituel. Aucun des fournisseurs, ni même les agents de la mairie, ne ressemblait à cet homme. Il avait quelque chose de différent, une énergie qui contrastait violemment avec le poids de la ferme. Il frappa à la porte principale. Une servante hésita puis ouvrit. Le visiteur parla brièvement, assez fort pour qu'Élise perçoive un mot. Paul. Ce nom prononcé avec une telle intensité fut comme une cloche brisée dans le silence du hall. La servante, décontenancée, se tourna aussitôt vers les escaliers et courut chercher Gaspard. Élise, restée à l'arrière, écoutait chaque mouvement, chaque mot. Gaspard descendit en trombe,
ce qui n'était pas dans ses habitudes. En apercevant le vieil homme, il se figea net. Son visage devint livide. Un souffle coupé, un regard de sidération et puis un mot échappé dans un murmure rauque « Tue !» Ils s'éloignèrent à l'écart dans la bibliothèque. Élise, qui avait le cœur battant, osa s'approcher silencieusement du couloir et colla l'oreille contre la porte entrebâillée. Ce qu'elle entendit changea tout. Le vieil homme, dont la voix était profonde et lente, parla d'un passé commun, de souvenirs effacés. « Tu as laissé tout le monde croire qu'il était mort, même moi. » Gaspard, de plus en plus nerveux, répondait par des phrases brèves, presque hachées. C'était la seule solution. Il n'aurait jamais pu. Tu sais ce qu'il était devenu. Il y eut un silence, puis un bruit de poing frappant le bois du bureau. Tu l'as enfermé tout ce temps. Il était vivant, Gaspard. Tu l'as enterré vivant dans cette maison. Le choc parcourut Élise comme une décharge électrique. Paul n'était pas un mythe. Paul était réel et enfermé. Le vieil homme qu'elle comprit être un parent, peut-être un cousin ou un ami très proche, continua. Il écrivait. Il m'envoyait des lettres. Je n'ai pas compris tout de suite. Elles étaient confuses. Mais la dernière disait tout. Elle m'est parvenue il y a 2 semaines, par un gamin du village. C'est pour ça que je suis venu. La porte fut brutalement fermée par Gaspard. Élise recula à temps, son souffle bloqué dans la gorge. Le visiteur repartit 1 heure plus tard, sans un mot pour personne. Mais au moment de franchir le portail, il se retourna et aperçut Élise. Il marcha droit vers elle, la fixa longuement, puis sortit de sa poche une enveloppe. Il la lui tendit sans parler. Elle la prit confuse et le regarda s'éloigner. Ce n'est qu'une fois seule dans la remise qu'elle osa ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, rédigée à la main, d'une écriture hésitante, mais lisible, signée Paul. Les mots sautaient aux yeux. « Je suis là depuis si longtemps. Il a dit que c'était pour mon bien, mais je meurs chaque jour. Je ne sais plus qui je suis. Je rêve encore. Je peins sur les murs. La lumière ne vient plus, mais je sens qu'elle approche. La vérité pourrira s'il n'y a personne pour la voir. La vérité est derrière la trappe. La vérité est encore vivante. » Élise lut et relut cette lettre. Chaque phrase, chaque ligne était une confirmation, une pierre supplémentaire dans le poids qu'elle portait. Il n'y avait plus de doute. Gaspard avait enfermé Paul dans cet entrepôt, pendant des années, peut-être depuis l'enfance, et Paul était encore là, vivant, conscient, en train de dépérir lentement. Le soir, Élise croisa Gaspard dans le couloir. Il ne la regarda pas, ne dit rien, mais son visage portait une noirceur nouvelle, un vide si profond qu'elle en fut presque effrayée. Il savait qu'elle savait, et elle savait que désormais, il n'y aurait plus de retour possible. Le secret n'était plus enterré, il était en train d'émerger, et rien ne pourrait l'arrêter. Le silence de la ferme Lemoine, déjà lourd, avait changé de nature. Il n'était plus simplement celui d'un lieu oublié, d'une maison vieillissante, mais celui d'un secret devenu trop grand pour être contenu. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Chaque regard échangé portait un poids nouveau. Élise ne dormait plus. Depuis qu'elle avait lu la lettre de Paul, son esprit était en ébullition. Il n'y avait plus de place pour le doute. Ce n'était plus une affaire de soupçon ou de supposition. Elle savait. Paul était enfermé dans cet entrepôt. Il y vivait. Il y survivait. Et personne n'était jamais venu pour lui. Le choix s'imposait à elle comme une urgence. Elle ne pouvait plus détourner les yeux, ni faire semblant. Elle n'était pas une justicière, encore moins une héroïne. Mais elle était là. Elle savait. Et cela suffisait pour faire d'elle la seule capable d'agir. Elle passa les jours suivants à observer, discrètement, mais avec attention, chaque mouvement de Gaspard, chaque changement de rythme dans ses journées devenait une donnée cruciale. Elle nota ses habitudes, ses absences, les moments où il quittait la maison ou restait enfermé dans son bureau. Elle comprit rapidement que tous les 2 jours, en fin d'après-midi, il disparaissait pendant près de 2 heures. Elle ignorait où il allait, mais c'était le créneau le plus stable et prévisible qu'elle pouvait exploiter. Elle prépara son plan avec une minutie absolue. Dans son chariot de nettoyage, elle dissimula des outils qu'elle avait récupérés au fil du temps. Une pince à levier, un tournevis long, un crochet de métal qu'elle avait redressé pour s'en servir comme levier. Elle trouva même une ancienne lampe torche qu'elle avait réparée. Tout devait paraître normal. Elle nettoyait, comme d'habitude. Elle passait d'une aile à l'autre, s'arrêtait ici pour les vitres, là pour les sols.
Personne ne prêta attention à elle. Depuis l'affaire du jardinier congédié, les autres employés évitaient toute interaction inutile, chacun replié dans sa propre peur. Le jour choisi arriva. Gaspard partit à cheval, comme prévu, à l'heure exacte. Élise attendit 20 minutes, s'assura qu'il ne s'agissait pas d'un détour, puis se dirigea vers l'arrière-cour. Elle avança d'un pas lent, presque paresseux, son chariot devant elle. Les quelques employés visibles dans la cour ne s'étonnèrent pas de sa présence. Elle balaya une zone autour de la fontaine, s'essuya le front avec un chiffon, puis, voyant que personne ne la regardait, s'approcha lentement de l'entrepôt. La porte était toujours aussi imposante, toujours aussi close. Mais cette fois, elle était prête. Elle posa une main sur le bois, sentant sa rugosité sous ses doigts, puis s'agenouilla devant la serrure. Elle inséra le crochet, tâtonna, écouta les cliquetis métalliques. Elle sentit le déclic intérieur, celui qu'elle avait identifié quelques jours plus tôt comme le signe du verrou secondaire. Elle introduisit alors la pince à levier dans la fente du bas, la poussa avec précaution. La résistance fut rude. Elle força centimètre par centimètre, retenant son souffle à chaque grincement. Enfin, dans un craquement sec, le loquet intérieur céda. La porte ne s'ouvrit pas d'un coup. Elle pesa lourdement lorsqu'elle la poussa. Une odeur âcre faite de poussière, de métal et de quelque chose de plus ancien encore s'échappa de l'ouverture. L'intérieur était sombre, presque entièrement plongé dans l'ombre. Elle alluma sa lampe torche. Le faisceau révéla une pièce nue, aux murs de bois usés. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, elle comprit. L'endroit n'était pas abandonné. Il était habité. Les planches du sol étaient propres à certains endroits, usées par des pas répétés. Une couchette était dressée dans un coin, couverte de draps sales mais disposée avec soin. À côté, un seau en métal, un vieux lavabo rouillé, des restes de nourriture dans des boîtes de conserve ouvertes. Ce n'était pas une cellule improvisée. C'était un lieu organisé, fonctionnel, pensé pour la survie. Sur les murs, elle aperçut des dessins accrochés, faits à la main. Des traits maladroits mais expressifs. Des visages, des paysages. Un soleil sans éclat, un enfant qui pleure. Et là, au sol, près du mur opposé, une chaîne, courte, terminée par un anneau brisé. Et un détail glaçant, un minuscule soulier d'enfant, posé là, comme oublié. Le cœur d'Élise se serra. Elle n'osait plus avancer. Elle resta immobile plusieurs minutes, absorbant chaque détail, chaque indice de vie, chaque trace d'existence. L'air était vicié, mais pas irrespirable. Quelqu'un avait vécu ici, ou vivait encore. Un murmure l'attira de sa torpeur. Un souffle. Elle se retourna brusquement, braquant la lampe dans toutes les directions. Rien. Puis, un bruit léger. Un froissement. Elle se pencha derrière une pile de couvertures roulées. Mais il n'y avait personne. Elle resta encore quelques instants, incertaine, puis entendant au loin le hennissement d'un cheval, comprit que Gaspard revenait. Elle referma la porte aussi vite que possible, remit la serrure en place et repoussa la tringle de sécurité à l'intérieur avec difficulté. Elle sortit, reprit sa posture de femme de ménage et retourna vers la maison avec son chariot. Personne ne sembla remarquer son absence. Dans sa chambre, plus tard, elle resta longtemps assise, les mains serrées sur ses genoux. Elle n'avait pas vu Paul, mais elle avait vu sa vie. Elle avait touché son monde, respiré son air. Ce n'était plus une rumeur, ce n'était plus une hypothèse. C'était une certitude brute, implacable, et elle ne pouvait plus vivre avec cette vérité enfermée derrière une porte. Paul était là, vivant, seul, et il attendait. La nuit suivant sa découverte fut l'une des plus longues de l'existence d'Élise. Les images de l'intérieur de l'entrepôt défilaient dans son esprit avec une précision implacable. Chaque détail, chaque odeur, chaque murmure semblait incrusté sous sa peau. Elle ne pouvait oublier les dessins accrochés, l'anneau brisé de la chaîne, le soulier d'enfant abandonné. Ce n'étaient pas des souvenirs flous ou des interprétations hâtives, c'était réel, tangible, atrocement présent. Paul avait été retenu là. Peut-être y était-il encore, et cela faisait des années. Peut-être des décennies. Le lendemain, Gaspard agissait comme si rien ne s'était passé. Il prenait son petit déjeuner en silence, lisait un vieux journal dans le salon, faisait ses rondes habituelles autour de la maison. Il paraissait calme, presque serein. Ce contraste avec la vérité que portait Élise dans sa mémoire la rendait malade.
Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'un homme puisse si froidement dissimuler une horreur pareille sous des gestes quotidiens. Mais elle savait qu'elle ne pouvait rien révéler sans preuve irréfutable, sans la présence de Paul, sans son visage. Elle décida de retourner dans l'entrepôt. Une fois encore, elle attendit que Gaspard parte. Il était sorti à la même heure que la veille, chevauchant son fidèle alezan et s'éloignant vers les bois. Élise s'assura qu'il était bien parti, puis refit le même parcours. Elle déverrouilla la porte avec plus d'assurance, sa main moins tremblante que la première fois. Cette fois, elle entra plus profondément, éclairant chaque recoin, touchant les murs, respirant lentement l'air stagnant. La couchette était toujours là, les conserves ouvertes, le seau, les dessins. Mais quelque chose avait changé. Une des feuilles accrochées au mur avait été remplacée. Elle représentait une femme assise, les mains croisées, les yeux fixés vers l'avant. Élise se reconnut. Le trait était grossier, mais le tablier, la posture, même la mèche de cheveux tombant sur le front, tout correspondait. Un frisson parcourut son dos. Paul l'avait vue, ou il la voyait encore. Cela signifiait qu'il n'était pas loin. Elle inspecta chaque pan de mur, chaque meuble, et puis, derrière une étagère vermoulue appuyée contre le mur du fond, elle vit une fente, un léger jeu dans les planches. Elle déplaça l'étagère avec précaution, dévoilant une ouverture dissimulée. Elle s'y pencha. Il ne s'agissait pas d'un tunnel, mais d'une sorte d'alcôve étroite, fermée par une trappe métallique. Elle appuya dessus, verrouillée. Mais elle sentit un souffle, léger, presque imperceptible. Il y avait de l'air derrière, un courant, et puis un bruit, un déplacement à peine audible. Elle recula brusquement, le cœur battant à tout rompre. Quelqu'un était là, de l'autre côté. Elle colla son oreille contre le métal. Un souffle, lent, régulier, puis un chuchotement. Qui? Un mot, une voix, une présence. Élise resta figée, incapable de répondre. Elle ne voulait pas alerter, ne pas brusquer. Mais c'était Paul. Cela ne pouvait être que lui. Il était là, vivant, enfermé derrière une cloison que personne n'aurait jamais pensé à ouvrir. Elle posa la main sur la trappe et murmura d'une voix douce « Je suis là. Je m'appelle Élise. Je travaille ici. Je sais pour toi. » Un long silence s'ensuivit. Puis un autre mot étouffé, douloureux. « Pourquoi maintenant ?» Elle sentit une larme rouler sur sa joue. Comment lui expliquer? Comment justifier tant d'années de silence, de solitude, d'effacement? Elle ne pouvait pas. « Je veux t'aider », dit-elle seulement. Une promesse simple mais réelle. Elle resta là encore quelques minutes, jusqu'à ce que le souffle de Paul s'estompe. Il ne dormait pas, mais il s'était refermé, retourné dans son mutisme protecteur. Elle comprenait. La peur, la méfiance, le choc. Il n'était pas un homme libre. Il était une mémoire brisée, un passé enfermé dans des murs trop anciens. Élise sortit de l'entrepôt, referma tout avec soin, remit les dispositifs de sécurité et rentra. Son visage était fermé, mais son regard avait changé. Elle savait que le moment approchait. Elle ne pouvait plus se contenter de savoir. Il fallait agir, mais elle ne pouvait pas le faire seule. Elle retourna dans sa chambre, sortit la lettre de Paul que l'homme lui avait remise, et la relut pour la 100e fois. La vérité est encore vivante. Oui, vivante. Paul était là, et il fallait le libérer. Mais comment? Gaspard ne permettrait jamais qu'on pénètre officiellement cet espace. Aucune autorité ne bougerait sans preuve, et elle ne pouvait pas risquer de voir Paul mourir derrière ces murs parce qu'elle avait parlé trop tôt. Elle pensa à aller voir un médecin, un avocat, une autorité, mais tout cela demanderait du temps, et Paul n'en avait peut-être plus. Il fallait une autre solution, quelqu'un de confiance, quelqu'un en dehors de cette maison, quelqu'un qui pourrait voir Paul, témoigner. Ce soir-là, elle écrivit une lettre. Elle y mit tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait vu. Elle n'y mentionna pas son nom, ni celui de Gaspard. Elle la plaça dans une enveloppe et la confia à un jeune garçon du village qu'elle connaissait. Apporte-la à la mairie, donne-la au docteur Louvet, pas à quelqu'un d'autre. C'est très important. Le garçon, intrigué mais flatté d'avoir une mission secrète, promit d'obéir. Quand elle rentra, elle croisa Gaspard sur le palier. Il l'observa longuement. Son regard était vide, mais profond. Il savait, ou il sentait. Quelque chose avait changé. Il s'approcha d'elle et murmura « Tu ne devrais pas poser de questions ». Puis il disparut dans l'ombre du couloir. Mais il était trop tard. Les questions avaient déjà été posées, et les réponses viendraient, quoi qu'il en coûte.
Le matin suivant était étrangement clair, presque lumineux, comme si le ciel voulait contredire l'oppression qui régnait à la ferme. La lumière entrait par les fenêtres, révélant la poussière en suspens dans l'air comme des milliers de particules de silence en mouvement. Élise s'était levée avant tout le monde. Son esprit n'avait pas trouvé de repos après la conversation chuchotée avec Paul à travers la trappe. Sa voix éraillée, brisée mais humaine, l'habitait désormais avec la force d'une évidence. Il fallait agir. Plus encore, il fallait comprendre. Elle savait que retourner dans l'entrepôt une nouvelle fois, sans éveiller les soupçons, deviendrait de plus en plus difficile. Mais elle avait cette impression sourde qu'il y avait encore quelque chose à voir, à découvrir, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué. Peut-être un indice laissé volontairement, un nom, une date, une preuve. Alors, à la première occasion, elle répéta le rituel. Gaspard était sorti à cheval, comme à son habitude. Elle attendit son départ avec la même patience tendue, puis se glissa vers la cour arrière. Cette fois, son cœur battait encore plus fort. Elle savait qu'elle ne devait pas rester trop longtemps. Chaque minute comptait. Elle ouvrit la porte avec plus de fluidité qu'avant, se déplaça dans l'espace connu avec un sentiment croissant de familiarité. La couchette était en désordre. Les dessins avaient été déplacés, certains arrachés. L'un d'eux représentait désormais une silhouette masculine de dos, enchaînée à une chaise, les bras retombant, la tête penchée. C'était un cri silencieux, un tableau de détresse, un miroir d'années perdues. Élise s'approcha du mur du fond, là où elle avait découvert la trappe. Elle y colla son oreille. Rien, pas un souffle. Peut-être dormait-il, peut-être refusait-il de répondre. Mais quelque chose l'attira vers un angle obscur de la pièce, dissimulé par un ancien buffet bancal. Elle se baissa, écarta les objets qui jonchèrent le sol et vit une planche de bois différente des autres, plus lisse, comme nettoyée récemment. En l'éclairant de sa lampe, elle aperçut des lettres gravées, des lettres maladroites, mais bien visibles. Elle s'approcha, essuya la surface avec sa manche et découvrit ce qui était écrit. Paul, 1987. Ce nom, inscrit là, comme une signature figée dans le temps, lui serra la gorge. C'était une affirmation, une preuve. Paul n'avait pas seulement été enfermé ici, il avait gravé son nom. Il avait laissé une trace, comme on laisse un testament. 1987. Cela faisait donc presque 40 ans. 40 ans enfermé dans une pièce sans lumière, sans fenêtre, sans justice. Une vie entière volée, effacée, une existence tenue en laisse, niée. Élise sentit les larmes lui monter, mais elle se força à rester calme. Il fallait garder la tête froide. Elle recula pour prendre un peu de distance, tourna sur elle-même et fit une dernière inspection rapide de la pièce. Elle photographia mentalement chaque détail. Elle savait qu'elle ne reviendrait peut-être plus, qu'après aujourd'hui, tout changerait. Une décision avait été prise en elle. Elle sortirait la vérité de là, avec ou sans Gaspard, avec ou sans la permission de quiconque. Alors qu'elle s'apprêtait à refermer la porte derrière elle, un frisson la traversa. Une silhouette se dessinait dans l'embrasure. Gaspard, immobile, silencieux. Il la regardait, ses yeux pleins d'une fatigue sèche, sans colère, mais sans pardon non plus. Il ne dit rien. Son silence pesait plus que n'importe quel cri. Élise ne bougea pas. Elle le fixa droit dans les yeux. Il n'y avait plus de peur dans son regard, juste une résolution nue, irréversible. Après un long moment, il parla enfin, d'une voix presque éteinte. « Tu es entrée. » Elle ne répondit pas. « Tu as vu. » Toujours rien. Il fit un pas vers elle, puis un autre. Mais au lieu de la repousser ou de verrouiller la porte, il entra lentement dans l'entrepôt. Son regard se posa sur les murs, les dessins, la couchette. Il semblait redécouvrir l'espace qu'il avait lui-même façonné comme une prison. Son corps semblait s'enfoncer sous le poids du passé. Il n'était pas comme les autres, dit-il enfin. Depuis petit, il criait la nuit, il frappait, il se perdait. Les médecins n'ont rien pu faire. Et un jour, il a blessé notre mère. Je l'ai caché, pour le protéger, pour protéger les autres. Et puis le temps a passé. Il s'assit sur le bord du lit, sa voix brisée par le remords. Je pensais que ce serait quelques mois, puis une année. Et ensuite, j'ai plus su comment arrêter. J'ai appris à vivre avec l'oubli. Élise l'écoutait sans mot dire. Ce n'était pas une confession, c'était une capitulation.
le dernier souffle d'un homme qui avait fui trop longtemps. Gaspard leva les yeux vers elle. « Tu crois que j'ai encore une place maintenant? Qu'un monstre comme moi peut continuer à vivre dans cette maison ?» Elle ne répondit pas. Ce n'était pas à elle de juger, mais elle savait que le moment était venu. Paul devait être vu, entendu, touché par la lumière. Le reste viendrait. Gaspard laissa la porte ouverte derrière lui et s'éloigna. Élise le regarda partir, le dos voûté, les pas lents. Il avait compris. Plus rien ne serait comme avant. Le mur avait été brisé, et Paul, après tant d'années, était à nouveau un nom, un être, une voix, un homme. La nouvelle du retour prématuré de Gaspard s'était répandue dans la maison en un souffle muet. Depuis l'aube, aucun mot n'avait été échangé entre les employés. Les regards s'évitaient, les pas se faisaient encore plus discrets, et même les oiseaux semblèrent cesser de chanter à l'approche du domaine. Élise, après avoir quitté l'entrepôt la veille, n'avait pas fermé l'œil. Elle était restée assise sur sa chaise, les mains crispées sur ses genoux, revivant sans fin la scène dans laquelle Gaspard la surprenait. Ce regard, ce silence, cette résignation soudaine. Elle avait imaginé toutes les suites possibles, un renvoi brutal, un appel aux autorités, voire pire, mais rien ne s'était produit. Pas encore. Lorsque l'horloge du salon sonna 11 heures, le maître de maison apparut. Gaspard traversa le hall d'un pas lent mais ferme, le visage fermé, les traits figés par une tension nouvelle. Il ne dit rien à personne. Il entra dans la cuisine, but un verre d'eau, puis ordonna que tous les employés soient réunis dans le salon. Élise, qui attendait ce moment comme on attend une sentence, se tint droite au fond de la pièce, les mains croisées. Les autres domestiques, confus et anxieux, se regardaient sans comprendre. Gaspard resta debout face à eux, le regard flottant quelque part entre les rideaux et les moulures du plafond. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, posée, mais porteuse d'une autorité implacable. « À compter d'aujourd'hui, vous êtes tous congédiés. Indéfiniment. » Un murmure parcourut l'assemblée, mais aucun mot ne fut prononcé à haute voix. La surprise figea chacun. Il poursuivit, comme s'il récitait une décision prise depuis longtemps. « Vous recevrez votre dû. Mais la maison n'a plus besoin de vous. » Il n'ajouta rien. Il sortit, laissant derrière lui un silence de tombe. Les employés, incrédules, commencèrent à rassembler leurs effets personnels. Certains murmuraient que Gaspard avait enfin perdu l'esprit. D'autres évoquaient des dettes, des ventes, des rumeurs de faillite. Personne, en revanche, ne parla de l'entrepôt. Personne, sauf Élise, ne savait. Elle resta. Gaspard ne l'avait pas désignée. Il ne lui avait rien dit. Et elle ne partit pas. Elle monta dans sa chambre, regarda les valises défiler dans la cour, puis descendit au crépuscule. Il l'attendait près de la porte arrière. Il ne lui demanda rien, ne posa aucune question. Il se contenta de faire un signe de tête, un geste de ceux qui n'ont plus la force de parler. Elle le suivit. Ils traversèrent ensemble la cour, leurs pas résonnant dans le gravier. Le vent s'était levé, léger mais insistant. L'entrepôt se tenait là comme toujours, mais cette fois, sa porte était entr'ouverte. Gaspard entra le premier, Élise derrière. À l'intérieur, tout était comme elle l'avait laissé. La couchette, les dessins, le nom gravé sur le mur. Mais dans l'ombre de la trappe, quelque chose avait changé. Gaspard s'avança, s'agenouilla lentement et frappa 3 fois sur le métal. Le son résonna comme une annonce. Un instant passa, puis un déclic, un glissement. La trappe s'ouvrit, lentement. Un visage apparut, blafard, creusé mais vivant. Les yeux profonds fixèrent d'abord Gaspard puis Élise. Il ne dit rien, il les regarda simplement. Gaspard baissa les yeux. Paul. Le nom resta suspendu dans l'air. L'homme, Paul, sortit lentement de l'alcôve. Il avait le dos voûté, les mains fines, les vêtements élimés par les années. Il marcha quelques pas, comme si chacun représentait un combat. Il leva les yeux vers la lumière artificielle de la lampe torche. Il cligna des yeux. Puis, lentement, un sourire se dessina, faible, hésitant, mais réel. Il regarda Élise et murmura « C'est toi ». Elle s'approcha, posa doucement une main sur son bras. Il ne recula pas. Elle sentit la chaleur de sa peau, la fragilité de son être, mais aussi une étrange force, une volonté encore là, intacte malgré tout. Gaspard s'assit dans un coin de la pièce. Il n'avait plus d'énergie.
Il semblait vidé de toute volonté, comme si ce moment avait consumé le peu de force qui lui restait. Il murmura sans s'adresser à personne en particulier. « Je n'ai jamais su quoi faire. J'ai eu peur. Je voulais protéger. Mais j'ai détruit. » Il enfouit son visage dans ses mains. Paul, lui, restait debout. Il regardait autour, comme s'il redécouvrait le monde. Ses dessins, son lit, ses chaînes. Il se tourna vers Gaspard, puis vers Élise. « Je suis prêt, dit-il. Prêt. Pourquoi? Pour sortir, pour être vu, pour être soigné, pour vivre. » Les mots n'étaient pas nécessaires, tout était dit. Élise le guida doucement vers la sortie. Il marcha, d'abord incertain, puis plus sûr. Lorsqu'il posa le pied sur le gravier extérieur, il s'arrêta, inspira profondément. Le vent passa dans ses cheveux, la lumière du jour l'enveloppa. Il ferma les yeux. Un homme, un frère, une victime, mais debout. Gaspard resta derrière. Il ne les suivit pas. Il n'en avait pas la force. Mais il avait ouvert la porte. Enfin, après toutes ces années. Et cela suffisait pour que le silence commence à se briser. Le vent s'était levé sur la vallée, balayant les dernières feuilles d'un automne qui tardait à céder place à l'hiver. La ferme Le Moine, autrefois si close, si repliée sur elle-même, s'ouvrait pour la première fois en plusieurs décennies. Mais ce n'était pas une ouverture faite de festivité ou de bienveillance, c'était une déchirure, une brèche dans la pierre, dans les souvenirs, dans les silences imposés. Car désormais, Paul était dehors. Paul existait. Et Élise n'avait pas attendu. Elle n'avait pas laissé cette vérité s'effacer sous de nouvelles couches d'oubli ou de honte. Le matin même de la libération, Élise s'était rendue au centre médical du village voisin, accompagnant Paul dans une voiture prêtée par un voisin compatissant. Il n'avait pas prononcé plus de 10 mots pendant tout le trajet, mais son regard posé sur les collines, sur les enfants qui jouaient près des clôtures, sur les maisons colorées du bourg, en disait bien plus que n'importe quel discours. Lorsqu'ils arrivèrent à la clinique, un silence s'imposa. Le médecin, le docteur Louvet, un homme d'âge mûr habitué aux cas difficiles, resta figé en voyant l'état de Paul, amaigri, la peau pâle, les cheveux longs et emmêlés, mais surtout ce regard vide et dense à la fois, celui d'un homme revenu de très loin. Il n'y eut pas de long interrogatoire. Le médecin comprit. Il appela les services sociaux, fit un premier rapport, prescrivit des examens, des soins immédiats. Paul fut admis d'urgence. Et Élise, loin de reculer, parla. Elle raconta tout. Sans colère, sans haine, juste les faits, le silence, les années, l'entrepôt, les chaînes, le nom sur le mur, la trappe, le dessin. Elle raconta ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait compris. Les services compétents écoutèrent. Certains doutèrent d'abord, mais les preuves étaient là. Les dessins, les objets, les lettres. Le témoignage de Paul lui-même, bien que fragmenté, confirmait tout. Très vite, la rumeur enfla dans le village. L'histoire se répandit, portée de bouche en bouche, chaque récit amplifiant ou déformant légèrement les faits, mais gardant l'essentiel intact. Gaspard Le Moine avait enfermé son propre frère pendant plus de 30 ans dans un entrepôt abandonné de sa ferme. Les réactions furent vives. Certains crièrent au scandale, d'autres au délire. Mais lorsque les gendarmes, accompagnés d'un magistrat, pénétrèrent dans la ferme pour une inspection officielle, tout devint irréfutable. Ils trouvèrent l'entrepôt comme Élise l'avait décrit. Les dessins, les conserves, la couchette, la trappe, les gravures sur le mur. Ils examinèrent les lieux, prirent des photographies, consignèrent tout. Gaspard, présent, ne résista pas. Il ne nia rien. Il n'essaya pas de se justifier. Il répondit par des silences, des hochements de tête ou de simples « oui ». Le procureur décida de ne pas le placer en détention immédiate, mais une enquête judiciaire fut ouverte. La presse locale s'en empara, puis la presse régionale. Et bientôt, l'affaire Le Moine devint un sujet national. Des reporters campèrent à l'entrée du village. Des caméras filmèrent la façade décrépite de la ferme. Des interviews de voisins furent diffusées. Chacun y allait de son commentaire. On savait qu'il était étrange. Il n'a jamais été sociable. Mais de là à faire ça... Gaspard, assiégé par cette attention soudaine, se mura dans la solitude. Il ne quitta plus son bureau. Il refusa toute visite. Il ne répondit à aucune question. Il ne tenta pas de se défendre. Paul, lui, fut transféré dans un centre spécialisé à la ville. Il reçut des soins, un suivi psychiatrique,
une assistance juridique. Les médecins furent stupéfaits de sa résistance mentale malgré l'isolement absolu. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Il dessinait, il mangeait, il dormait, il souriait parfois. Il disait qu'il avait rêvé du vent et que maintenant, il le sentait vraiment. Élise fut invitée à témoigner. Elle le fit avec dignité, sans chercher la lumière mais sans la fuir non plus. Elle devint malgré elle une figure publique, une héroïne discrète. Les habitants du village, d'abord réservés, vinrent la remercier. D'autres la regardaient avec méfiance, comme si elle avait trahi un secret collectif. Mais la majorité reconnaissait le courage de celle qui avait osé voir ce que tous avaient refusé de croire. La ferme, après l'enquête, fut déclarée insalubre. Les activités cessèrent complètement. Les anciens employés ne revinrent pas. La terre ne fut plus travaillée. Les volets restèrent clos. Gaspard, bien que libre sous contrôle judiciaire, ne sortait plus. Il vivait dans un silence plus profond encore que celui qu'il avait imposé à son frère. La maison, vide de toute présence humaine, semblait sombrer dans une léthargie définitive. Mais Élise, elle, ne quitta pas les lieux. Elle continua à habiter la petite chambre de service, à cultiver un coin de potager, à entretenir ce qui pouvait encore l'être. Elle n'en avait pas le devoir. Personne ne le lui demandait. Mais elle sentait que son rôle n'était pas encore terminé. Paul n'était pas encore prêt à revenir. Gaspard n'était pas encore prêt à partir. Et elle, entre les deux, incarnait cette fragile ligne de mémoire, de rédemption possible. Elle savait que rien ne serait jamais réparé, qu'on ne restitue pas 30 ans volés. Mais elle savait aussi que parfois, une simple vérité révélée pouvait tout changer. Et elle avait décidé de rester pour être le témoin, la gardienne, la voix qui rappelle que même dans les endroits les plus sombres, la lumière finit toujours par trouver un chemin. La ferme Le Moine, autrefois marquée par un silence de pierre, résonnait désormais d'une autre forme de mutisme, celui de l'après-découverte, l'après-vérité, l'après-tempête. Le domaine ne grouillait plus de vie ni d'activité agricole, mais il n'était pas tout à fait abandonné. Il existait dans un entre-deux fragile, un état de suspension où les souvenirs et les ruines cohabitaient. Là, parmi les herbes hautes et les murs fissurés, Élise avait choisi de rester. Ce choix avait surpris tout le monde. On lui avait proposé un logement dans le village, un emploi à la mairie, même une aide financière de la part d'associations touchées par son histoire. Mais elle avait refusé. Pas par orgueil, pas par attachement à la terre, simplement parce que quelque chose la liait encore à cet endroit, une promesse non dite, un rôle qui n'avait pas encore été rempli. Paul, désormais suivi et stabilisé dans le centre thérapeutique de la ville, n'était pas encore prêt à affronter l'extérieur seul. Et Gaspard, enfermé dans son silence, refusait de quitter la maison. Il ne parlait presque plus. Il ne mangeait que peu. Il passait ses journées assis dans l'ancien salon, regardant le jardin par la fenêtre, comme s'il cherchait un souvenir qu'il n'avait jamais su créer. Élise lui apportait ses repas, nettoyait les pièces, ouvrait les fenêtres pour laisser entrer l'air. Parfois, il hochait la tête. Parfois, il levait les yeux vers elle et restait ainsi, à la regarder sans mot dire, comme si elle représentait tout ce qu'il n'avait pas su devenir. Il n'y avait ni haine, ni pardon. Juste une cohabitation muette entre la faute et la possibilité d'un dernier apaisement. Au fil des jours, un fragile rituel s'était établi. Gaspard laissait un carnet ouvert sur la table dans lequel il écrivait quelques phrases. Ce n'était pas un journal, ni des excuses. C'étaient plutôt des fragments, des bribes d'humanité qu'il déposait là, comme on pose des pierres sur un chemin. « Je n'ai pas su », écrivait-il. « J'ai voulu sauver, mais j'ai détruit. Et maintenant, je regarde pousser ce que je n'ai pas su planter. » Élise lisait parfois ces lignes, les refermait sans les commenter. Elle n'était pas là pour juger ni pour absoudre. Elle était là pour maintenir un souffle de vie dans ce qui n'était plus qu'une carcasse de passé. Un après-midi, sans qu'elle l'ait prévu, Paul revint. Il arriva avec un infirmier dans une voiture discrète. Il marchait avec lenteur, mais sans trembler. Ses cheveux avaient été coupés, son visage rasé, ses vêtements propres. Il avait dans les mains un carnet à dessin, et dans les yeux, une lueur nouvelle. Élise l'accueillit sans éclat, avec ce calme qui lui était propre. Ils s'assirent dans la cuisine, partagèrent un thé. Paul lui parla de ses rêves, de ses souvenirs qui revenaient par bribes, de sa peur de la foule, mais aussi de son désir de comprendre le monde actuel. Il avait vu des téléphones, des écrans, des voitures silencieuses. Tout lui semblait irréel, mais pas impossible.
Il demanda à revoir la maison. Élise l'accompagna. Ils passèrent par les couloirs, le grenier, le jardin. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'entrepôt, il s'arrêta. Il ne voulait pas entrer. Il regarda simplement la façade, leva la main et toucha le bois. Il ferma les yeux, puis il recula et murmura « Ce n'est plus chez moi ». Ce fut tout. Mais cela suffisait. Il avait choisi de vivre ailleurs, de ne pas rester prisonnier de ce lieu, de ce passé. Dans les jours qui suivirent, Élise et Paul établirent un nouveau contact. Ils revenaient parfois accompagnés, passaient quelques heures, dessinaient. Il avait commencé à peindre sur de grandes toiles, installées dans une ancienne grange. Des formes abstraites, des silhouettes floues, des paysages rêvés. Les enfants du village, intrigués, commencèrent à venir observer, puis à participer. Élise, sans le vouloir, se retrouva à organiser des après-midi d'activités. On apportait des goûters, du matériel, des livres. La ferme, lentement, devenait autre chose. Gaspard, de son côté, continuait à vivre dans son coin. Il ne participait pas, mais il observait. Par la fenêtre, il regardait Paul peindre. Il regardait Élise parler avec les enfants. Il ne souriait pas. Il ne parlait pas. Mais il n'était plus tout à fait absent. Un matin, il sortit sur le perron. Il resta debout, sans canne, sans soutien. Il fixa la grange, puis tourna les talons et rentra. Ce simple geste, ce déplacement, fut pour Élise la preuve que quelque chose, même imperceptible, se transformait. Le village, qui avait d'abord observé avec distance, commença à soutenir. Un conseiller municipal proposa d'utiliser la ferme comme centre d'expression artistique. Une association d'aide psychologique envoya des professionnels pour encadrer les ateliers. Élise accepta, avec des conditions. Paul devait rester libre. Il ne devait pas devenir une attraction, ni un symbole. Il devait être reconnu comme un homme, un artiste, un frère retrouvé, non comme la victime éternelle de Gaspard. Et surtout, personne ne devait oublier ce qui s'était passé, mais sans s'y enfermer. Les saisons passaient. La ferme reprenait vie, autrement. Plus calme, plus lente, mais plus vraie. Élise, qui avait commencé comme une simple femme de ménage, était devenue sans le vouloir la gardienne d'un sanctuaire nouveau. Ni temple, ni tombe, un lieu de mémoire vivante. Là où la douleur avait régné, la tendresse s'installait. Là où l'enfermement avait sévi, la création prenait racine. Elle ne regrettait pas son choix. Rester, c'était accepter que la réparation ne passe pas toujours par le départ. Parfois, rester, c'est penser les murs. C'est écouter les silences. C'est répondre à la peur par la présence. Et c'est peut-être là, dans cette obstination tranquille, que se trouvait le vrai courage. Le printemps suivant apporta à la ferme Le Moine une lumière douce et persistante. Les champs alentours, autrefois laissés à l'abandon, se couvraient désormais de fleurs sauvages. Les murs, bien qu'encore marqués par le temps, semblaient moins hostiles sous ce nouveau soleil. La transformation du lieu n'était pas spectaculaire, mais elle était profonde. L'air lui-même avait changé, devenu plus léger, comme si la terre respirait enfin après des années d'asphyxie. Et au centre de cette métamorphose, Élise restait constante, silencieuse, témoin de ce que le temps, la patience et l'humanité peuvent encore accomplir, même face aux blessures les plus anciennes. La grange, désormais rénovée, servait de lieu de rencontre, d'atelier et d'exposition. Paul y passait ses journées à peindre, parfois seul, parfois en compagnie des enfants du village, parfois accompagné de thérapeutes ou de curieux venus de loin pour voir ses œuvres. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais son langage s'était déplacé vers la toile. Ses tableaux étaient étranges, forts, pleins de vie malgré les teintes souvent sombres. Certains y voyaient le reflet d'un passé brisé, d'autres la promesse d'une renaissance. Paul, lui, ne commentait rien. Il peignait, il écoutait, il souriait parfois, il vivait. Élise avait organisé, avec l'aide de la mairie et d'un petit collectif culturel, un vernissage. Rien de pompeux. Juste une soirée simple, avec du jus de fruits, du fromage local et des toiles accrochées sur des chevalets faits main. Les enfants avaient préparé des pancartes, des dessins inspirés de ceux de Paul. Les habitants du village, d'abord prudents, vinrent un à un. Ils regardèrent, ils posèrent des questions. Et pour beaucoup d'entre eux, ce fut la première fois qu'ils comprirent, non par les mots, mais par les images, ce que signifiaient les années perdues de Paul. Gaspard n'assista pas à la soirée. Il resta enfermé dans la maison comme toujours.
Mais cette fois, une fenêtre du salon était ouverte, et Élise le vit, immobile, assis, observant de loin. Son visage, marqué par les rides, portait une expression nouvelle, ni défi ni douleur, juste une forme d'acceptation lasse. Il ne cherchait plus à fuir. Il regardait ce qui naissait de ce qu'il avait détruit. Et cela suffisait. Quelques jours plus tard, au lever du jour, Élise trouva une enveloppe posée sur la table de la cuisine. Elle n'avait pas entendu de bruit, aucun pas, aucun murmure. Mais elle reconnut l'écriture tremblante. C'était celle de Gaspard. Elle ouvrit la lettre avec précaution. Il n'y avait que quelques lignes. « Je n'ai pas de pardon à demander. Je n'en mérite pas. Mais je voulais dire que, depuis que tu es là, le silence fait un peu moins de bruit. Et que si Paul peut marcher dehors aujourd'hui, c'est grâce à toi. Moi, je suis resté dans l'ombre. J'y resterai. C'est ma place. Merci d'avoir rendu à cette maison quelque chose de plus grand que sa honte. » La lettre n'était ni un adieu, ni une confession. C'était un lien enfin tissé entre l'ancien et le présent. Un pont fragile mais réel. Ce même jour, Gaspard quitta la maison. Il ne partit pas loin. Il demanda à être logé dans un petit bâtiment désaffecté au fond du domaine, anciennement une remise. Il y vécut seul, ne recevant personne, mais envoyant parfois des dessins à Paul, glissés sous la porte de la grange, des esquisses maladroites, des essais de rédemption. Paul les gardait tous. La ferme, quant à elle, poursuivit son évolution. Elle devint peu à peu un centre communautaire à part entière, soutenu par la mairie et les habitants. Des ateliers y furent organisés chaque semaine. Des enfants y venaient pour dessiner, peindre, écrire. Des enseignants proposaient des cours de lecture, d'art, de théâtre. Élise coordonnait tout, sans jamais chercher à en tirer gloire. Son nom était rarement mentionné dans les articles de presse ou les rapports administratifs. Mais tous savaient que rien de tout cela n'existerait sans elle. Un jour, un journaliste lui demanda pourquoi elle était restée. Elle répondit simplement « Parce que le silence me faisait plus peur que la vérité ». Ce fut tout. Il n'y eut pas de grand discours, pas de manifeste. Mais cette phrase transmise de bouche en bouche résonna bien au-delà du village. Elle fut citée dans un colloque, reprise dans un documentaire, parce qu'elle disait, en quelques mots, ce que beaucoup avaient besoin d'entendre, que la vérité, aussi terrible soit-elle, peut encore être un commencement, et que parfois, il suffit d'une seule personne pour briser un cycle. Le dernier lien dans cette histoire ne fut pas celui du sang ni celui du temps, ce fut celui du choix, celui d'Élise, celui de rester, d'écouter, d'ouvrir une porte qu'on lui avait interdit d'approcher, de tendre la main à un homme oublié, et de rester là, jour après jour pour reconstruire non pas une maison mais une mémoire, une humanité. Et dans ce geste silencieux, il y avait tout, le passé, le présent et surtout l'avenir.